Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui constitue notre troisième partie de la formation de l'équipe projet d'établissement, donc la partie sur la pédagogie. Pour vous accompagner pendant ce webinaire, Thierry Paco, expert métier, et moi-même, Julie Boussange, conseillère utilisateur. Tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de nous poser des questions via le chat qui se situe à droite de votre écran et nous répondrons à ces questions à la fin de la présentation. Au niveau de la progression du plan de formation, on se trouve donc actuellement au webinaire 3, donc sur la pédagogie, et même principe qu'hier avec le webinaire 2 sur la communication et la collaboration. À la suite de ce webinaire, nous allons vous envoyer un fichier d'exercice que vous pourrez réaliser en vous aidant du replay du webinaire qui vous sera envoyé d'ici demain. Alors, au programme de ce troisième webinaire qui portera donc sur la pédagogie, le tour d'horizon des services pédagogiques, les usages extrêmement simples du principal outil pédagogique de l'ENT, à savoir le cahier de texte. Ensuite, on verra les usages un petit peu plus avancés, et puis un petit tour d'horizon sur les apports des outils pédagogiques dans l'ENT, dans vos pratiques. Et puis, on terminera, comme d'habitude, maintenant avec la petite description du prochain rendez-vous, donc du quatrième webinaire de cette série. Alors, les outils pédagogiques de l'ENT. On a une palette d'outils pédagogiques au sein de votre environnement numérique de travail. On va commencer par les rubriques collaboratives. Donc, on a vu dans le deuxième webinaire les rubriques qui vous permettent d'échanger et de faire collaborer les élèves, voire de collaborer entre enseignants. Donc ça, c'est déjà une première brique de la palette de services pédagogiques. Ensuite, on a le cahier de texte, donc on va détailler ensuite, qui, comme je vous le disais, est le pivot en fait pédagogique de votre ENT. On a la brique Moodle qui a priori est activée sur un bon nombre de projets ENT, pas partout, mais qui est sur beaucoup de projets. Donc cette brique Moodle, c'est une brique de LMS, donc Learning Management System, qui permet de gérer du cours en ligne et qui fait partie du premier cercle là des services intégrés à l'ENT. On a bien entendu le GAR, dont on avait parlé lors du premier webinaire, ce gestionnaire d'accès aux ressources. On a Office Online qui, comme Moodle, est intégré sur un bon nombre de projets. Donc il y a un outil qui va permettre aux élèves d'être en situation de production, donc qui peut aussi avoir des usages pédagogiques. Et puis un petit rappel donc pour vous dire que le cahier de texte, c'est vraiment le cœur. On va voir pourquoi cette affirmation, mais c'est vraiment le cœur des services pédagogiques de l'ENT. Alors ensuite, quand on rentre un petit peu dans le détail avec le cahier de texte, on va voir qu'il est constitué de trois principaux outils. Le cahier de texte à proprement parler, donc l'outil de communication entre enseignants, élèves et familles. On a aussi un classeur pédagogique qui est l'endroit où les enseignants préparent leurs activités pédagogiques qui vont ensuite diffuser. Et puis on a une brique de gestion du travail à faire qui va nous permettre de distribuer du travail à faire aux élèves et surtout de récupérer le travail qu'on a donné aux élèves sous différents formats et d'avoir un tableau de bord de suivi, des possibilités de relance, etc. Donc voilà un petit peu le triptyque des services pédagogiques qu'on va décrire à partir de maintenant. Nous allons donc commencer avec les usages simples du cahier de texte et je vais me connecter sur une plateforme de démonstration pour vous montrer la saisie rapide d'un contenu de séance et d'un travail à faire depuis le cahier de texte. Je suis ici connectée en tant qu'enseignante et j'ai la vision sur ma page d'accueil de mon bloc séance du jour. En cliquant rapidement ici sur l'intitulé de ma séance, je vais pouvoir aller remplir mon cahier de texte. Donc en contenu de séance ici, je vais indiquer un titre. Je vais rentrer rapidement mon contenu de séance. Et je vais venir indiquer un travail à faire à l'issue de la séance. Je valide et j'ai un petit message vert qui s'affiche pour m'indiquer que j'ai bien rentré un contenu de séance et un travail à faire. Donc pour remplir rapidement mon cahier de texte, je suis passée par cet accès rapide, mais j'aurais aussi très bien pu passer par cet onglet cahier de texte, aller cliquer sur une séance et venir compléter le contenu.
Donc de la même façon que les articles de blog, ici j'ai pas mal de petits outils qui me permettent d'agencer mes contenus de séance et mon bloc de travail à faire avec des contenus vidéo, des images, des liens externes, aussi des formulaires, pas mal de petites choses qui vont me permettre de faire une saisie rapide mais tout de même un peu élaborée. Au niveau de mon cahier de texte, donc là je suis sur mon cahier de texte personnel et avec ce petit menu déroulant, je peux aussi aller voir les cahiers de texte de mes différentes classes avec mes séances qui s'affichent en vert. Voilà, donc Julie vient de vous montrer que le cahier texte est d'un usage très simple pour des usages qui aussi sont relativement simples, hein. Maintenant, on va voir un petit peu les fonctionnalités plus avancées et surtout pédagogiquement plus riches de ces outils-là. Alors pour ça, on va dérouler un petit scénario d'usage en 4 étapes. D'abord, on va voir comment on peut créer une activité pédagogique dans son classeur pédagogique. Puis ensuite, on verra comment on peut proposer un travail à faire et puis organiser de la remise en ligne pour les élèves. On se connectera en tant qu'élève pour vérifier comment les élèves voient l'entrée dans le cahier texte et comment ils voient qu'ils ont un travail à faire, comment ils peuvent le rendre. Et puis on terminera avec un accès enseignant sur le tableau de bord qui permet de suivre le rendu des devoirs, de diffuser les corrigés, etc. Donc, première étape, je vais vous montrer comment on va créer une activité pédagogique. Alors, nous voilà donc sur notre plateforme connectée avec Luz Rocher, toujours qui est notre enseignante, et on va accéder en priorité au classeur pédagogique. Alors, le classeur pédagogique, c'est l'espace où les enseignants peuvent organiser leurs activités, où ils peuvent créer des activités. Et on va voir que c'est à partir de ce classeur pédagogique qu'on va diffuser des activités dans le cahier texte des élèves. Donc qu'est-ce que c'est qu'une activité ? Par exemple, ici dans le dossier littérature, je vois que j'ai une activité sur Molière. Si je consulte cette activité, voilà, je vois que j'ai le titre, un petit résumé de la pièce, une illustration, le résumé de chacun des actes, et puis en bas, une pièce jointe avec l'acte 1 intégral en format PDF que les élèves peuvent venir consulter directement au sein même de l'ENT. Alors ça c'est une activité qui est déjà faite. Maintenant on va voir comment on peut créer une activité. Donc pour ça j'ai un bouton ici qui va s'appeler créer une activité. Voilà. Alors on avait la var. On va faire le CID. Hop là avec 2 R. Voilà. Et on a ici une petite boîte à outils avec un certain nombre de boutons qu'on va détailler maintenant qui vont nous permettre de construire notre activité. Donc on va commencer par le premier, c'est un chapitre. Donc on va ouvrir le chapitre ici et on va reprendre le CID, Corneille et hop. Je fais pas ça de mémoire, j'ai triché, j'ai été voir avant, 1637. Hop, j'enregistre ici mon titre, voilà, j'ai positionné ici le titre de mon activité. Ensuite, je vais venir ici ajouter un petit texte pour le résumé. Donc pour ça, j'ai préparé des choses un petit peu à l'avance. Voilà, hop. Résumé. Et voilà. Donc là j'ai mis résumé et j'ai mis un certain nombre de... Enfin j'ai mis le résumé que j'ai, pour tout vous dire, été cherché sur Wikipédia. J'ai la possibilité ensuite de pouvoir mettre une petite image. Donc je vais aller chercher une image. Voilà, l'image est chargée. Et puis, j'ai juste la possibilité de mettre une légende à droite ou à gauche. Là, la légende, elle est directement mise sur l'image, donc je ne vais pas forcément la rajouter. Je peux ici enregistrer. Voilà, mon image apparaît à ce niveau-là. Ici, j'aurai la possibilité de mettre un fichier audio ou un fichier vidéo. A priori, j'en ai pas sous la main. Ici, la possibilité
de mettre une formule scientifique. Là c'est pareil, ça s'y prête pas forcément. Là par contre le fait de pouvoir incorporer une citation, c'est un petit peu plus intéressant. Donc je vais venir ici chercher une citation. Hop. Voilà, et puis le détail de la citation. Donc vous voyez que la citation que je viens de saisir prend directement la forme adaptée normalement aux citations. Alors si je prends le bouton suivant, c'est l'enregistrement audio, donc là j'aurai la possibilité directement, en cliquant sur le petit bouton, de pouvoir enregistrer ma voix et de pouvoir faire figurer directement l'enregistrement au sein de l'activité. Je vais le faire de manière très simple et rapide pour quelque chose... Voilà. Le Cid est une pièce de théâtre qui date de 1637 et qui a été écrite par Pierre Corneille. Voilà, j'ai simplement mis l'enregistrement audio au sein de l'activité, pas besoin de manipuler les fichiers ou quoi que ce soit, je m'enregistre directement. Le formulaire, on y reviendra tout à l'heure. Ici, on a possibilité de mettre un lien, on aurait pu mettre le lien sur la page Wikipédia du CID, par exemple. Ici, on va voir que, comme on vous l'avait montré déjà sur le... le blog, on a la possibilité de venir mettre un contenu externe. Ça veut dire aller chercher par exemple une vidéo à l'extérieur qui va être sur YouTube et l'incorporer directement au sein de notre activité. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, ici on vient me demander le lien de partage. Alors je dois avoir une petite vidéo YouTube en attente là. Je viens juste récupérer le lien, je fais ici coller. Voilà, et je fais ici enregistrer. Voilà, et j'ai une petite vidéo là qui s'appelle le CID en 5 minutes. Je vais ajouter ici une pièce jointe pour mes élèves. Donc je vais sélectionner un fichier. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intégrale du CID en fait en PDF. Donc que je charge ici. Voilà, c'est fait. Ici, je peux mettre un petit encadré, par exemple, à retenir. Un auteur, ça sera mieux sans faute de frappe. Voilà, Pierre Corneille est un auteur du XVIIe. Voilà, donc là j'ai mis le petit encadré, j'ai mis la petite vidéo, le fichier joint, on va revenir sur le formulaire. Et une dernière partie qui est importante qu'on ne va pas forcément utiliser dans cette activité, c'est l'exerciceur. Donc on a ici un certain nombre d'exercices, donc appariement d'images, cartes questions, frise temporelle, etc. Que je vous laisse découvrir à part parce qu'en fait c'est un outil intégré et chaque exercice nécessite un petit peu de temps de découverte pour voir comment il fonctionne. Et donc cet exerciceur va nous permettre d'intégrer directement à une activité pédagogique un ou plusieurs exercices, en sachant par contre que ce sont des exercices d'auto-évaluation, c'est-à-dire que c'est proposé aux élèves pour qu'ils puissent tester leurs connaissances, mais on ne récupère pas les résultats pour faire de la notation automatique ou des choses de ce type-là. Mais donc on a cette possibilité là de pouvoir mettre un certain nombre d'exercices. Alors moi je vais terminer mon activité pédagogique en mettant un exercice là par contre à partir duquel on peut récupérer les résultats, et ça sera un exercice qui sera fait à partir d'un formulaire. Donc j'ai fait un petit formulaire sur le CID que je peux importer directement au sein de ma page. Vous voyez ici le CID Corneille, à quelle époque avait vécu Pierre Corneille, parmi ces pièces laquelle n'est pas de Corneille, compléter la phrase nous partîmes 500, et puis parmi ces personnages, quels sont ceux, il y a une faute, quels sont ceux que l'on retrouve dans le CID. Voilà pour mon activité pédagogique. Donc je vais l'enregistrer. Voilà, si je regarde à quoi ressemble cette activité,
Voilà, le site Pierre Corneille avec la date ici, le résumé, ma petite illustration, ma citation, le petit enregistrement audio que j'avais mis à ce niveau-là, la petite vidéo, le site en 5 minutes. Donc je vous rappelle que là, la vidéo elle reste toujours sur YouTube, hein, elle n'est pas sur votre espace de stockage, elle est coupée des pubs, elle est vraiment dans le cadre de l'activité pédagogique. Le petit fichier joint derrière avec la possibilité d'avoir l'aperçu, donc de pouvoir consulter directement voilà, le CID et de faire défiler les 108 pages du document. Et puis pour terminer, mon formulaire que les élèves peuvent compléter et valider derrière. Voilà, une chose importante, c'est que cette vidéo est visible en plein écran. Ça veut dire qu'à partir de cette activité, j'ai la possibilité avec un vidéoprojecteur de pouvoir utiliser cette activité en classe. Le cahier texte ne va pas servir juste à tracer le travail qui a été fait, mais ça devient un outil d'animation de classe. Donc, je reviens à mon classeur pédagogique. Ici, pour l'instant, j'ai juste créé une activité, voilà, le CID qui est classé dans mon dossier littérature que j'avais créé préalablement. Maintenant, cette activité, je veux l'utiliser avec des élèves. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur le petit bouton qui s'appelle « Diffuser une copie A ». Voilà. Donc, je suis professeur en 3e et en 5e. Mes classes sont sur le côté, la 3e A, 3e C, 5e A, 5e C. Et je vais diffuser cette activité à tous mes élèves de 3e A. Voilà, donc je clique sur 3e A, je retrouve ici les séances de la 3e A. Il suffit que je choisisse la date à laquelle je vais traiter cette activité, le jeudi 2 avril par exemple, je sélectionne. Ça se met dans la petite partie sélection qui fait un peu panier là sur la droite. Si je veux que ça soit visible pour les élèves avant la séance, je peux cliquer là-dessus, ce qui permet des usages de type classe inversée par exemple. Et puis je vais venir faire la même chose pour les 3e C. Donc eux, je vais faire ça le vendredi 3 avril, c'est pareil, ça se met dans mon petit panier à côté. Et supposons que en 5e A, je sais que j'ai des élèves qui sont passionnés, quelques élèves passionnés de littérature, en me disant bah tiens, je vais leur diffuser aussi cette activité-là. Donc je vais prendre voilà quelques élèves de cette classe-là. Je valide ma sélection d'élèves. Voilà. Là, cette sélection d'élèves, en fait, je vais pas faire ça directement avec eux en classe, hein, puisque ce sont des élèves de 5e, mais par contre, je vais pouvoir directement leur diffuser mon activité, sans que ça soit rattaché forcément à une séance de cahier texte, et je fais ici « Ajouter ». Donc, on retrouve ici les 3e A, les 3e C, les quelques élèves, les 5 élèves de 5e A, et maintenant je peux valider. Et voilà, j'ai rempli, la diffusion vers la destinataire a été sélectionnée, ce qui veut dire que les élèves là ont bien reçu dans leur cahier de texte l'activité que je viens de leur diffuser. Alors je vais laisser la main à Julie maintenant, qui va se connecter avec un compte d'élève et qui va vous montrer comment cet élève peut retrouver maintenant les contenus que l'on vient de diffuser. Donc pour la suite de ce scénario d'usage, je vais maintenant passer sur un compte élève et vous montrer la vue de son cahier de texte. Je suis connectée avec un compte élève et ici, de la même façon que l'enseignant avait des accès rapides pour accéder à ses séances, l'élève aussi a des accès et en cliquant sur ce bouton, je vais avoir accès à mon emploi du temps. Donc j'arrive ici sur ma vue calendrier de mon emploi du temps, de mon agenda. Et pour la séance de français de demain, je vois grâce au petit pictogramme qui se trouve ici, je vois qu'une activité, qu'un contenu de séance a été rentré. Donc en cliquant, je vais pouvoir aller consulter et regarder le contenu qui a été mis par l'enseignant. Et je vais pouvoir directement à partir de cet accès consulter l'activité qui a été donnée pour la séance de jeudi. Donc grâce à l'accès de l'emploi du temps, on va pouvoir venir consulter les activités qui ont été mises pour telle ou telle séance par l'enseignant. En passant ensuite via l'onglet Cahier de texte, je vais retrouver toutes ces diffusions d'enseignants dans mon onglet Classeur. Ici, j'arrive sur cette vue et tout ce qui a été diffusé par mes professeurs vont être automatiquement triés dans des dossiers qui correspondent aux matières. Ici, dans le dossier français, j'ai toutes les activités qui ont été diffusées par mon enseignant de français, dont l'activité sur le CID, que je retrouve ici.
Le gros avantage de ce classeur pédagogique, c'est que l'élève va pouvoir retrouver tout au long de l'année les activités que l'enseignant lui a diffusées, et ces activités-là ne seront pas rattachées à des séances particulières dans le cahier de texte. Il pourra venir les récupérer à tout moment quand il le souhaite. Alors, premier exercice qu'on vous propose pour cette troisième session de webinaire, c'est une mise en pratique autour de la création d'activités et de la diffusion. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous connecter avec votre compte enseignant, de créer une activité pédagogique. Alors, on met une activité pédagogique simple parce que d'habitude, on est en présentiel et puis on ne veut pas forcément que ça prenne trop de temps, mais là, si vous avez le temps et que vous avez envie de faire quelque chose de plus sophistiqué, ne vous gênez pas. Ensuite, on vous propose de diffuser cette activité sur la classe dont fait partie votre élève test. On vous a diffusé un compte avec un élève, allez vérifier dans quelle classe est cet élève et diffusez votre activité sur cette classe-là, sinon vous ne pourrez pas voir le résultat de la diffusion. Ensuite, connectez-vous donc avec ce compte élève de test et puis allez consulter l'activité depuis le cahier de texte de l'élève et allez consulter l'activité depuis le classeur pédagogique de l'élève pour voir comment l'élève va retrouver tout ça. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les outils habituels, Wikipédia ou YouTube, vous connaissez, on vous a mis Pixel, il y a aussi Pixabay qui sont des outils qui permettent de trouver des images libres de droit pour illustrer tout ça. Donc voilà, vous pourrez découvrir les fonctionnalités de création d'activités pédagogiques avec tout ça. On va maintenant passer au scénario d'usage numéro 2, c'est-à-dire le scénario dans lequel on va vous montrer comment proposer un travail à faire aux élèves. Donc je suis revenue ici sur mon compte enseignant et je vais aller dans mon onglet cahier de texte. Dans cet onglet-là, on voit qu'il y a 3 sous-parties, c'est-à-dire l'onglet cahier de texte, l'onglet travail à faire et l'onglet classeur. Ici, je vais aller dans l'onglet travail à faire. J'arrive ici sur un tableau dans lequel je vois tous les travaux que j'ai déjà donnés avec les destinataires et la date de rendu du travail. Je vais ici cliquer sur créer un travail à faire et venir paramétrer mon travail. Ici, je vais écrire ma consigne. Hop, donc là, ma consigne, c'est lire le monologue de Dan Dieg. Je peux éventuellement faire un lien vers une activité de mon classeur. Donc je viens ici choisir l'activité voulue, je valide. Éventuellement, à ma consigne, je peux lui ajouter une pièce jointe qui vient de mon ordinateur personnel ou de mon porte-document. Et je peux lire ma consigne ou mettre un petit complément de façon audio, c'est-à-dire que je vais ici cliquer sur l'enregistrement et ma consigne va s'enregistrer. En dessous du bloc de paramétrage de la consigne, j'ai les mêmes petits outils qui vont me permettre de paramétrer mon corrigé. Donc ce corrigé, c'est un corrigé global que je vais pouvoir venir pré-paramétrer et le diffuser ensuite une fois que j'aurai voulu, une fois que je veux diffuser mon corrigé. Donc une fois le travail paramétré, je vais venir choisir les destinataires de ce travail. J'ai ici la liste de toutes mes classes, donc je vais cliquer sur les troisièmes. Je peux éventuellement sélectionner des élèves en particulier si je veux que le travail soit fait seulement par quelques élèves. Ici, je vais prendre toute la classe et je vais venir sélectionner la séance pour laquelle ils auront ce travail à faire. Donc on va le mettre pour la séance de la semaine prochaine. Ici, ma sélection s'est ajoutée à droite. Et je vais décider de donner ce travail aussi à certains élèves de la 3e C. Donc je les coche, je valide ma sélection et je choisis la séance. Ici, ma sélection s'est ajoutée à la précédente. Je valide et ma sélection s'affiche ici. Une fois que j'ai choisi mes destinataires, je vais choisir le mode de réponse par lequel les élèves vont me rendre leurs devoirs. Donc tout d'abord, je peux estimer une durée. Cette durée-là va être comptabilisée dans un tableau pour que l'élève ait une vision un peu du temps de travail de tous ces travaux qu'il aura à faire. Et en dessous, je vais sélectionner le mode de réponse de l'élève. Donc éventuellement sans remise en ligne, c'est-à-dire que l'élève va faire son devoir de son côté et éventuellement le déclarer fait.
mais on n'aura pas de remise en ligne directement dans le NT. Pour les remises en ligne, on a 3 modes de réponse possibles, soit en pièces jointes. L'élève va pouvoir faire son devoir et me le rendre sous forme de pièces jointes. On peut sélectionner le mode texte, c'est-à-dire que l'élève va recevoir son travail à faire, et juste en dessous, il aura un bloc tel que celui-ci, dans lequel il va pouvoir écrire son travail et me l'envoyer directement sous ce format-là. J'ai aussi la possibilité de demander un mode de réponse sur l'enregistrement audio. C'est-à-dire que l'élève, il va avoir ce même bloc d'enregistreur que vous voyez ici, et il va pouvoir enregistrer sa réponse directement et me l'envoyer. C'est ce que je vais choisir ici pour cet exercice-là, car je leur ai demandé de lire un monologue. Donc là, dans le cas de mon exercice, je vais leur demander un rendu sous forme d'enregistrement audio. Une fois que j'ai fait tous ces petits paramétrages-là, je vais envoyer mon travail. Ici, on m'indique que le travail a bien été envoyé et le travail s'affiche en premier dans ma colonne, dans mon tableau de mes travaux envoyés. Alors l'exercice qu'on vous propose normalement en présentiel après cette petite démonstration, c'est de faire vous-même sur vos comptes de démonstration, vos comptes de formation, de renseigner un travail à faire sur une séance à venir, sur la classe dans laquelle appartient votre élève de test. Là. Donc cet exercice, vous pourrez le faire ultérieurement en vous servant donc du replay pour regarder la démo éventuellement. Alors, on va changer à nouveau de profil. Julie a diffusé un travail à faire aux élèves. Je vais maintenant me connecter en tant qu'élève pour aller consulter le travail que j'ai à faire et le faire et le rendre. Voilà, alors je suis connecté avec le compte de Cléa Dumas, qui est une élève de 3e A, classe sur laquelle Julie a diffusé le travail et a demandé le travail à faire. Donc on voit que dès la page d'accueil, on a un bloc qui apparaît pour les élèves avec travail à faire, dans lequel on voit que pour le mercredi 8 avril, j'ai un travail à faire qui s'appelle lire le monologue de Don Diègue. Je pourrais avoir plus de détails ici pour voir la totalité des travaux à faire. Donc ça, c'est le premier chemin possible pour trouver le travail à faire. Le deuxième chemin, c'est de passer ici par le cahier de texte. J'arrive donc sur mon écran d'accueil du cahier de texte où je vois mes prochaines séances d'emploi du temps et je vois aussi le travail à faire. Donc j'avais du travail à faire pour aujourd'hui et dans le travail à venir, je vois que je retrouve ici le travail que vient de donner Julie. Troisième chemin, je peux venir aussi ici dans la partie travail à faire, dans l'onglet travail à faire de l'onglet et je vais voir le travail que j'avais à faire pour aujourd'hui, le travail à faire pour plus tard. Éventuellement, j'ai un onglet ici qui me permet de voir les travaux que je pourrais avoir en retard. Donc pour l'instant, il n'y en a pas du tout, c'est très bien. Voire filtrer par matière. Donc je vais revenir ici sur le travail que vient de donner Julie et je vais aller voir un peu plus de détails. Donc nous voilà sur le travail qui a été demandé. Donc là le titre c'est lire le monologue de Don Diègue, c'est du français, ça a été donné par Madame Rocher, c'est pour le 8 avril, ça va durer 10 minutes, ça a été donné le 1er avril et pour l'instant c'est non rendu, non corrigé. La consigne, lire le monologue de Don Diègue, ici je retrouve le lien vers l'activité qui sert de support dans laquelle je vais pouvoir trouver les éléments qui me permettront de travailler sur le sujet. Ensuite, je vais avoir à rendre mon travail, et donc pour rendre mon travail, je vais ici m'enregistrer. Alors, de mémoire, le monologue de Don Diègue, c'est orage au désespoir, aux vieillesses ennemies, n'est de jonton vécu que pour cette infamie, etc., etc. Ça dure une page, je ne vais pas vous la faire en totalité. Pour info, la capacité d'enregistrement est de 8 minutes là, dans ce mode-là, donc on a quand même de la place pour enregistrer. Hein. Voilà, j'arrête. Et j'envoie mon travail. Voilà, donc je reviens sur le tableau de bord de mon travail à faire. L'activité donc à faire pour le 8 avril, on voit que ça y est, elle est cochée, ça veut dire que le travail a été rendu. Ici, pour l'activité du 1er avril, c'était un travail que j'avais juste à faire, il fallait que je lise simplement, et j'ai un bouton qui me permet, quand il n'y a pas de remise en ligne, de déclarer simplement le travail fait. Voilà, et donc là je viens d'indiquer à mon enseignant que j'ai bien fait le travail qui m'était demandé. Si je reviens ici sur ma page d'accueil,
dans le bloc travail à faire, je vois que pour les travaux à faire pour l'avenir, le travail apparaît toujours, mais il est noté comme étant travail fait, et le bloc apparaît en vert, puisque le travail est déjà fait. Donc voilà pour la partie élève, consultation du travail à faire et remise du travail à faire. Voilà, dans la continuité de l'exercice que vous proposez, Julie, tout à l'heure, là, après avoir regardé cette petite démo, vous allez pouvoir vous connecter avec un compte élève, aller consulter la synthèse du travail à faire, donc l'onglet prochainement qui est dans le cahier texte, aller consulter le classeur élève, consulter le travail à faire et répondre à l'activité que vous aurez proposée dans l'exercice précédent. Alors dans la suite logique du coup des scénarios d'usage, le prochain qu'on vous propose, c'est celui en tant qu'enseignant de suivre les rendus des devoirs et de diffuser des corrigés individualisés aux élèves. Donc je suis retournée sur mon compte enseignant, dans mon tableau des travaux à faire, et j'ai ici en premier les deux que j'ai donnés tout à l'heure. Donc celui-ci qui était sur la classe globale de la 3A et celui-ci qui était sur seulement 3 élèves de la 3C. Donc là, on peut voir que mon travail pour la 3A, il est en cours et j'ai ici une petite barre de progression qui m'indique que 5 élèves sur 21 m'ont rendu leurs travaux. Si je clique ici sur le titre de la consigne, j'arrive sur mon tableau de suivi détaillé dans lequel je vais avoir tous les élèves de la classe et une petite coche verte qui m'indique que l'élève m'a bien rendu son travail. Donc ici, mon curseur est positionné sur l'élève Cléa Dumas. Ça me l'indique avec la ligne qui est surlignée en bleu. Et donc j'ai ici à droite son travail qu'elle m'a envoyé. Donc je vais pouvoir, en cliquant ici sur lecture, écouter son travail. Donc j'ai écouté ici son travail. Je vais pouvoir en dessous lui rendre un corrigé individualisé. Donc soit sous forme écrite, soit via une pièce jointe que je vais pouvoir intégrer ici, soit par l'enregistreur audio. Ici, une fois que j'ai éventuellement fait ce corrigé individualisé, je vais pouvoir enregistrer ce corrigé et passer à l'élève suivant. Donc là, on voit que ma petite ligne bleue, elle s'est décalée de Cléa à Cynthia, pour laquelle je vais pouvoir effectivement refaire ce que je viens de faire, donc lire son travail et lui donner un corrigé individualisé. En haut de ma page, j'ai 3 petits boutons qui vont m'être pas mal utiles. Le premier, c'est la correction en masse. Donc si jamais je veux récupérer tous les envois des élèves et les écouter pour les corriger ultérieurement sans connexion internet forcément, je vais pouvoir télécharger les rendus dans un dossier compressé. Et dans ce dossier, je vais avoir donc tous les MP3 des élèves qui m'ont rendu leurs travaux, suffixés de leur nom et de leur prénom, pour que je sache à chaque fois qui m'a envoyé quoi. Ensuite, j'ai un bouton qui me permet de relancer les élèves qui ne m'ont pas encore rendu leur travail. Là, quand j'ai cliqué, j'ai atterri directement dans la messagerie, avec en destinataire tous les élèves de ma classe qui ne m'ont pas encore rendu leur travail. Donc je retourne sur le détail de mon travail à faire, et j'ai ici le dernier bouton qui me permet de rendre visible et corriger. Donc ce bouton-là, rendre visible et corriger, il va me permettre de diffuser aux élèves les corrigés individuels que j'ai pu leur faire, et également le corrigé commun que je suis venue paramétrer en même temps que mon paramétrage de travail à faire. Si je reviens sur mon tableau de bord ici, de tous les travaux, j'ai une petite loupe à droite qui va me permettre d'aller rechercher dans tous les travaux que j'ai éventuellement donnés. Donc vous pouvez voir que la liste peut être assez longue, et donc cet onglet va me permettre de filtrer pour retrouver facilement un travail que j'ai éventuellement donné. Donc en triant sur les classes, et je vais pouvoir trier si c'était un travail qui nécessitait une remise en ligne ou non. Donc j'ai ici plusieurs filtres qui me permettent de rapidement retrouver un travail que j'ai pu donner, par exemple le mois dernier, pour pouvoir éventuellement le diffuser sur une autre classe. L'exercice qui vous est proposé à ce moment-là de la formation, c'est de vous connecter avec un compte enseignant et d'aller consulter le tableau de bord du travail que vous avez demandé et éventuellement de diffuser des corrigés individuels ou communs.
Alors, avant de conclure, maintenant qu'on a vu un petit peu les différents cas d'usage de ces services pédagogiques de l'ENT, on va faire un petit point sur les apports de ces outils pour les élèves. Donc déjà, ces outils vont vous permettre de mettre en place de la différenciation et de la diversification des contenus. Vous avez vu que vous avez la possibilité de faire de la diffusion d'activités ou du travail à faire pour une classe entière, pour plusieurs classes, voire seulement pour certains élèves. Donc vous avez vraiment la possibilité là d'individualiser, de donner des contenus spécifiques à certains élèves pour leur donner des choses en plus ou pour leur donner des choses adaptées. Donc ça c'est un des premiers points. Deuxièmement, la correction individuelle ou collective. On a la possibilité quand on a un travail à faire de diffuser un corrigé collectif. Mais vous voyez qu'on a aussi la possibilité de donner un corrigé spécifique à certains élèves pour leur corriger un point particulier suite à la remise de leurs travaux ou pour les faire progresser sur un sujet particulier. Les contenus des activités qu'on va pouvoir diffuser sont des contenus riches. On peut incorporer de la vidéo, du texte, du son, des exercices interactifs, donc pas mal de choses. C'est pas juste un document à compléter, quoi. On a la possibilité de travailler sur la production orale, donc c'est quand même un outil qui vous permet de demander aux élèves de faire un travail oral à la maison. Ce qui est pas si courant que ça et relativement simple. Il n'y a pas de manipulation de fichiers. Vous avez vu, on clique sur le bouton enregistrer et puis c'est tout. Donc en général, on pense aux profs de langue qui vont apprécier cet outil-là, mais ça a aussi une vraie utilité dans le cas de tous les élèves à besoins particuliers, les élèves qui ont des difficultés de lecture, tous les élèves qu'on qualifie entre guillemets de 10 dysorthographiques, dyslexiques, etc. Et puis, grâce à la possibilité de pouvoir diffuser des choses en amont de la date de la séance dans le cahier de texte, vous avez des outils qui vous permettent de mettre relativement en place des méthodes de classe inversée. Du côté des élèves, ça leur amène autonomie et responsabilisation. Alors bien entendu, ça fait pas tout, mais vous avez vu que l'élève, quand il arrive, il a une vision sur le travail qu'il avait à faire pour aujourd'hui, le travail qu'il a à faire pour la prochaine fois, le temps de travail estimé pour faire les différentes choses qu'il a à faire. Il a vraiment une vision un peu tableau de bord pour voir où il en est sur son travail. Quand on a développé ces outils, on a travaillé avec des élèves, notamment avec des élèves de lycée, et en gros, ce qu'ils nous avaient dit, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai envie de savoir qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire pour les jours à venir et quels sont mes cours de la journée. Et c'est exactement ce qu'on retrouve finalement sur le tableau de bord de l'élève. Pour l'élève, il a aussi la possibilité de faire de la remise en ligne de travaux. Il a une vue d'ensemble de ses devoirs et puis des corrigés de chacun des devoirs, donc dans des phases de révision, ça a aussi un intérêt. Et puis indépendamment de la notion chronologique finalement du rattachement de toutes ces séances là au cahier de texte, l'élève a son classeur pédagogique de son côté qui lui permet de retrouver, classer matière par matière, toutes les activités qui lui auront été diffusées tout au long de l'année. Alors ce studio de création, là, cet outil de création, classeur pédagogique, travail à faire, etc., pourrait rentrer en concurrence avec Moodle qui est aussi proposé dans le cadre de l'ENT. L'idée n'est pas forcément de les mettre en concurrence, mais plutôt de les mettre en complémentarité. C'est-à-dire que le studio de création a un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il est extrêmement simple à utiliser. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup en termes de manipulation, c'est très rapide à acquérir. C'est du tout intégré. On est dans l'ENT, on reste dans l'ENT, on ne change pas de petit. Et puis, il y a un lien direct entre les activités qu'on a pu faire et puis le cahier de texte. Les limites, c'est que la banque d'éléments pour constituer des activités est plus réduite que ce qu'on peut trouver dans Moodle, où il y a beaucoup plus de possibilités dans les outils de création d'activités pédagogiques. Et par contre, du côté de Moodle, l'avantage, c'est que on a plus de possibilités pédagogiques, qu'on a des possibilités d'export sur des formats SCORM qui permettent de changer de plateforme. Et par contre, du côté des limites, on a une interface qui est plus complexe et qui est donc plus difficile à prendre en main. Donc l'idée n'est pas de dire il y en a un qui est mieux que l'autre, l'idée c'est plutôt de se dire que dans un établissement, en fonction des envies et des possibilités de chacun des enseignants, ils ont sous la main en fait des outils qui sont adaptés à leur niveau d'exigence. Je veux faire quelque chose de très simple et très rapide à utiliser, je vais utiliser le studio de création, ou par contre
contre je suis quelqu'un qui est habitué aux outils numériques et qui a déjà des pratiques avancées, et ben, je vais pouvoir utiliser Moodle. Alors, avant de terminer, une dernière petite démo, c'est simplement la modification de ces préférences de cahier texte. Donc, je vais vous montrer où l'utilisateur a la possibilité de modifier ses préférences. Donc, on va voir essentiellement les modifications de préférences de cahier texte, mais il y a aussi quelques autres fonctionnalités qui sont accessibles par là. On va en faire un petit tour rapide. Alors, dernière petite démo, le changement des préférences. Quand vous êtes en connecté, vous voyez ici on a le nom de l'use rocher tout à fait en haut à gauche de l'écran. Vous avez une petite icône à côté là qui permet d'accéder aux préférences. Donc on va cliquer sur cet élément là. C'est là que vous avez tous les éléments de première connexion, votre adresse de redirection, etc. Donc on vous laissera découvrir ces éléments là sur vos plateformes plus tard. Et vous avez ici mes préférences. Et dans mes préférences, tout à fait en haut en tant qu'enseignant, vous avez les préférences du cahier texte. Donc là, on vous demande quelle est votre vue préférée par défaut. Est-ce que vous préférez accéder à votre cahier texte dans la vue calendrier où vous voyez l'emploi du temps, ou plutôt en mode liste où vous voyez en liste les jours avec les activités du jour, puis le jour suivant, et ainsi de suite. Vous avez aussi la possibilité, quand vous cliquez sur une séance, soit vous accédez directement à la saisie de la séance, soit vous passez par un écran intermédiaire, voir le résumé, vous avez le résumé de la séance, et là vous avez après un bouton qui vous permet de modifier la séance. Donc là c'est pareil, moi c'est mon choix personnel, hein, je sais que je préfère aller directement dans la séance. En termes de création d'activités, vous avez la possibilité quand vous êtes dans le cahier texte, donc là on est dans les outils de création simples qu'on a vu tout à fait au début du cahier texte. Quand par la page d'accueil vous accédez directement à la séance du cahier texte pour la remplir rapidement. Là vous avez deux formats du cahier texte, soit la saisie simple où vous avez vraiment juste le champ saisie du contenu de séance et du travail à faire, soit vous pouvez avoir la saisie avancée qui vous permet de mettre des pièces jointes à la séance, qui vous permet éventuellement de choisir quelques élèves, etc. Donc le mode simple, moi je le préconise avec la saisie simple, mais là encore ce sont des choix personnels. Sur la droite vous avez les préférences. Dans le cahier texte par défaut, le type de contenu de séance par défaut ça sera du cours, le type de travail par défaut ça sera exercice, le temps de travail par défaut ça sera 10 minutes, et puis une fois que j'ai validé, où est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens à l'écran précédent ou est-ce que je reviens au résumé de la séance, à la prochaine séance, et ainsi de suite. Donc là vous pourrez regarder et puis paramétrer aussi un petit peu vos choix. Et puis enfin on a les choix de visibilité par défaut avant la séance. Donc le travail à faire pour la séance, le contenu de séance, voilà, si je clique sur les trois, le travail à faire pour la séance, le contenu de séance et le travail à faire à l'issue de la séance seront visibles par défaut dans le cahier texte avant la séance. Voilà, donc là ce sont des choix personnels. Une fois que vous avez fait vos choix, vous allez simplement ici enregistrer vos préférences et puis c'est terminé. Avant de passer aux questions-réponses, une dernière petite partie sur notre prochain rendez-vous. Donc notre prochain rendez-vous sera le webinaire de présentation de la journée d'initialisation. Donc cette journée d'initialisation représente la deuxième partie, la deuxième journée de formation. Donc là c'est 3 webinaires, le premier sur la présentation générale, le deuxième avec la partie communication et collaboration, et celui-ci sur la partie pédagogique, représente les 3 grandes parties de la première journée de formation qui se fait habituellement en présentiel. Et donc cette journée d'initialisation représente la deuxième journée pendant laquelle on vous remet les clés de votre ENT, c'est-à-dire qu'on vous fournit vos comptes administrateurs. Et pendant cette journée, on fait aussi des manipulations telles que le premier import d'emploi du temps et des petites manipulations sur votre page d'accueil publique. Donc ce webinaire qui va vous être diffusé bientôt représente une présentation des prérequis nécessaires au bon déroulé de cette journée d'initialisation. Donc on vous exposera un peu tout ce qu'il faudra apporter pendant cette journée. Donc on va maintenant passer aux questions-réponses. Alors la première question qui nous a été posée est la suivante. Doit-on effacer les articles et rubriques créés lors de nos exercices de mise en pratique?
A priori, tout dépend du contenu. Si vous avez fait un article qui ressemble à quelque chose avec un contenu qui pourrait paraître réaliste, à la limite, laissez-le. Ça contribuera à voir comment dire, pour les autres utilisateurs, ça sera des exemples supplémentaires. Si par contre vous n'avez mis que des VFFF, ZKU, éventuellement, ça vaut peut-être le coup de les supprimer, quoi. Alors, euh, ensuite, Je vais prendre la parole. Donc, pardon, oui, j'avais mon micro coupé, excusez-moi, les petits boutons sur le casque. Oui, je disais, si vos articles sont à peu près réalistes, que vous avez fait un contenu réaliste dans un article, à la limite, il servira à illustrer la plateforme aussi pour les autres utilisateurs. Si par contre vous n'avez mis que du ZKU VFF dans les articles, effectivement, là vous pouvez peut-être les supprimer, quoi. bonjour, je vais prendre la parole pour la question suivante qui est adressée à la DRNE. Donc, le Moodle existant sur NOE est-il porté sur le Moodle d'éclat? La réponse est oui. Une procédure de reprise de données est en préparation avec le département du Doubs pour les établissements du Doubs. C'est vrai que ça se fait plutôt en lien avec la collectivité territoriale sur cet élément de reprise de données. Donc je parle plutôt au niveau de l'académie de Besançon ou éventuellement de Dijon. L'ensemble des cours sera identifié, donc là en particulier on parle des NOE, donc dans NOE, pour être reporté dans le Moodle d'éclat. Cependant, il n'y a pas de difficulté et pour des enseignants dans les différents départements qui ont déjà migré, il est possible que chaque enseignant puisse procéder à un export de ses cours à la fin de l'année scolaire ou au moment où il le souhaite, quand il pense qu'effectivement ils sont déjà valides et en capacité d'être pris pour l'année prochaine, et de les réimporter dans le Moodle d'éclat. Et ça, il peut le faire par exemple pendant l'été, au mois de juillet, ou à la fin de l'année scolaire. Voilà. Et donc, pas de problème pour cet export. Un export qui sera prévu de manière générale, mais c'est vrai que chaque enseignant peut aussi décider, dans un souci de conserver les informations, de le faire par lui-même. Nous pourrons proposer une fiche d'usage au niveau du portail Région Académique, au niveau des usages, si pour cette procédure, elle sera prévue. Pour cette action qui est relativement simple d'export des NOE et d'import dans le Moodle d'éclat. Alors, question suivante, peut-on écrire avec l'éditeur d'équation Office directement dans le contenu de la séance ou par copier-coller? Alors, je ne pense pas, je pense qu'il faut utiliser les formules LaTeX qu'on vous a présentées hier. Ensuite, on nous demande pour le travail à faire, combien y en a-t-il? Le cahier texte des Noé, on propose 3. Là, a priori, il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de limite technique. Après, il y a la limite du raisonnable. Mais quand vous avez mis un travail à faire en mode saisie directe dans le cahier texte, en tout cas, vous pouvez en rajouter un autre, puis un autre, puis un autre. Et quand vous diffusez les travaux à faire depuis le classeur pédagogique, comme on l'a illustré en deuxième partie, là, en fait, chaque travail à faire fait une diffusion, c'est une diffusion spécifique. Donc, vous faites un travail à faire que vous diffusez à vos élèves. Vous pouvez en refaire un deuxième, puis un troisième, qui seront associés à la même séance, mais là aussi, pas de limite au-delà du raisonnable par rapport à ce que vous demandez aux élèves. Juste un petit point aussi, on nous a posé, dans le chat, là, on a eu plusieurs fois des gens qui nous disaient qu'ils n'avaient pas reçu les fichiers ou qu'ils n'arrivaient pas au replay et tout ça. Donc, on a noté toutes les adresses mail là des gens concernés et on refera des envois cet après-midi. Par contre, précisez bien, si vous nous envoyez votre adresse mail, précisez bien l'établissement à côté pour qu'on vous envoie les bonnes données. Alors ensuite, il y avait une question sur le cahier texte. Peut-on intégrer du code HTML dans la séance? Oui, on avait un doute, on a été vérifié tout à l'heure. Oui, il y a bien le bouton code source est bien présent dans les contenus de séance sur le cahier texte. Peut-on faire le lien des séances du cahier de texte avec les référentiels des programmes? Alors, pas directement et pas automatiquement. L'organisation du classeur pédagogique est laissée totalement libre
pour l'enseignant. C'est-à-dire qu'il peut se créer des dossiers qui correspondent aux parties du programme, il peut se créer des dossiers par niveau, il peut se créer des dossiers par thématique. On a vu des profs de lettres qui créaient des dossiers par auteur. Donc en fait, on a laissé la liberté complète pour l'organisation du classeur pédagogique en dossier et sous-dossier, ce qui permet éventuellement à l'enseignant d'organiser sur la base du référentiel, mais pas uniquement. Le cahier de texte pourra-t-il être transmis facilement aux IA IPR par lien URL par exemple? En fait, les IA IPR ont déjà un accès, donc du fait qu'ils sont, donc pour l'Académie de Besançon, hein, du fait qu'ils sont, enfin qu'on a déjà un certain nombre d'ENT par établissement sur Éclat. Mais c'est chaque établissement en fait qui décide de donner l'accès aux IA IPR, hein. Donc eux ont un accès effectivement, notamment sur le portail région académique, hein, donc une possibilité. Et en fait, c'est vous qui irez en fait sélectionner la possibilité de leur donner l'accès. Alors ensuite, concernant le classeur pédagogique, peut-on intégrer une activité en important un paquet SCORM? Alors non, le format SCORM n'est pas pris en compte en entrée. La seule chose qu'on peut importer, c'est un format IMSCC dans les formats d'échange. Par contre, de manière très objective, c'est très 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 dépendant des outils utilisés lors de la création. C'est-à-dire que si les outils qui ont été utilisés dans la création de l'activité ne sont pas présents dans l'ENT, l'import fonctionnera, mais il manquera des choses, quoi. Donc c'est pas d'une fluidité exemplaire. Enfin, comme tous les échanges d'ailleurs entre plateformes d'activité e-learning. Autre question, est-il possible de copier-coller depuis UR dans le classeur pédagogique car je ne vois pas l'icône? Alors là aussi, j'avais un doute, j'ai été vérifié. L'icône, elle est bien présente dans le contenu de séance, dans le classeur, dans le cahier texte quand on fait une séance en saisie directe. Et par contre, dans l'activité pédagogique, là, on peut faire du copier-coller directement dans un bloc à partir des outils de création d'activités pédagogiques. Peut-on importer les cours Moodle dans le classeur pédagogique? J'ai en partie répondu non, on ne peut pas directement importer les cours autrement que si on exporte avec un format IMSCC, mais avec les réserves déjà évoquées. Dans la pièce jointe du cahier de texte, accepte-t-il tous les formats? Oui, c'est de la pièce jointe, donc en fait c'est du stockage, il n'y a pas de problème de format. Après, la seule limite, c'est une limite de taille de fichier. Et puis la contrainte liée au fait qu'il faut que sur l'ordinateur du destinataire, on soit sûr qu'il y ait bien le fichier, enfin le logiciel qui permette de lire le fichier que vous avez mis en pièce jointe, mais sinon il n'y a pas de contrainte technique. Peut-on importer les QCM Pronote dans le classeur pédagogique? Bien non. Non, c'est de la même manière qu'on ne peut pas importer les QCM de l'ENT dans Pronote. Peut-on intégrer directement une activité créée sur Learning App dans l'exerciceur du classeur pédagogique? Alors, pas exactement dans l'exerciceur. Par contre, en utilisant le petit bouton qu'on vous a montré là, qui s'appelle contenu externe, qui permet d'importer notamment les vidéos YouTube, via ce petit bouton-là, vous pouvez importer une activité Learning App directement dans une activité. Question suivante, concernant l'insertion de vidéos provenant de YouTube, le code d'intégration de YouTube ne permet pas de supprimer les suggestions en fin de vidéo. Comment faire si on ne souhaite pas que les vidéos soient proposées à l'issue de la lecture? Alors en effet, on va pouvoir prendre des vidéos de YouTube et les glisser via protocole embed et les intégrer dans le NT, dans le cahier texte notamment. Ça fonctionne bien, on n'a pas les publicités, on n'a pas la relecture automatique, mais en effet, il y a quand même des propositions qui sont faites à la fin de la vidéo pour continuer. Alors, pour les images, a-t-on une réduction automatique de la taille quand on la charge? Non, on a juste des possibilités de recadrage, mais c'est uniquement de l'affichage. Si vous mettez une image grand format, elle restera, qui a un poids d'image relativement lourd, elle restera relativement lourde dans le dans l'affichage. Le problème est principalement lié à la messagerie en fait. Hein. Si vous mettez des images au niveau de la messagerie, parce qu'il y a beaucoup de diffusion et c'est des services qui sont beaucoup utilisés, mais par contre le poids des images reste relativement marginal en termes de performance sur les accès activités pédagogiques ou des choses comme ça.
Alors, création d'une activité, les vidéos, ok pour les intégrations dans une autre plateforme, mais comment sont présentes les vidéos qui ne seraient pas déjà en ligne? Oui, alors, il y avait Vincent qui contribuait à la réponse là, en disant que déjà, les vidéos qui sont externes, on n'est pas obligé de faire des exports enfin d'importer des vidéos qui viennent que de YouTube, hein. Il y a aussi, alors au moins sur Besançon, hein, je ne sais pas sur Grenoble, mais il y a au moins sur Besançon un serveur Mediacad qui vous permet de stocker vos propres vidéos dans le domaine académique. Et cette capacité d'insertion de vidéos externes fonctionne aussi avec Mediacad. Et si vous avez des vidéos qui sont vraiment sur votre disque dur et que vous voulez intégrer, vous allez les intégrer donc en utilisant le bouton insertion son ou vidéo, et dans ce cas-là, ça s'affichera directement dans la page avec un petit lecteur classique, quoi. Et la dernière possibilité, c'est que si vous mettez la vidéo en pièce jointe, là du coup, c'est l'utilisateur qui la télécharge et qui utilise le player de son ordinateur pour la lire. Ensuite, j'ai vu des options de partage, export, puis-je partager ma séance avec un collègue au sein et hors de mon établissement et avec moi-même pour utilisation dans mon autre établissement de rattachement. Alors, le partage d'activités ne fonctionne qu'avec les enseignants de l'établissement. Vous pouvez partager avec une personne qui est dans votre établissement. Par contre, pour le partage avec vous-même, là, vous allez gagner du temps parce qu'en fait, le classeur pédagogique est un service personnel. Donc, ça veut dire que même si vous avez plusieurs établissements de rattachement, vous n'avez qu'un seul classeur pédagogique. Et quand vous mettez une activité, quel que soit l'établissement depuis lequel vous créez cette activité, elle sera dans votre classeur et utilisable sur l'ensemble de vos établissements de rattachement. Ensuite, est-ce qu'il est possible pour l'enseignant de créer des sous-dossiers dans le dossier discipline de l'élève? Alors oui, d'une manière un petit peu particulière. En fait, on vous a montré dans l'exemple comment on pouvait diffuser une activité. On choisit une activité, on fait diffuser une copie A, et donc du coup, ça va positionner l'activité dans le classeur pédagogique, dans le dossier disciplinaire. Mais vous avez aussi la possibilité, c'est un usage un peu avancé, vous avez aussi la possibilité de pouvoir diffuser directement un dossier. Ça veut dire que si vous, dans votre classeur pédagogique, vous avez fait un dossier théâtre, par exemple, comme là on l'avait fait avec le CID, l'AVAR et 3 ou 4 activités, si vous cliquez directement sur le dossier et que vous faites diffuser, le dossier sera créé dans le classeur pédagogique de l'élève et il contiendra toutes les activités qui étaient comprises dedans dans votre classeur pédagogique. La seule contrainte, c'est qu'en faisant ça, vous diffusez en une seule fois, du coup, toutes les activités qui sont dans votre dossier de classeur pédagogique en une seule fois et elles ne seront pas diffusées séance par séance, quoi. Dans le cadre d'une progression par cycle, peut-on garder le contenu du classeur d'un élève d'une année sur l'autre? Ah oui, pardon, j'avais pas bien vu la question. J'avais dit le classeur pédagogique de l'enseignant est conservé d'une année sur l'autre. Et là, j'ai un doute. Alexis, si tu peux venir à mon secours là-dessus, je ne sais pas si le classeur pédagogique est purgé en fin d'année ou pas. Le classeur de l'élève. Le classeur pédagogique de l'enseignant, il est conservé d'une année sur l'autre. Pour l'élève, en fait, on archive son classeur pédagogique, on le remet à disposition dans un dossier année précédente, ou dans le classeur ou dans le porte-document, je ne sais plus, mais il conserve bien toutes les productions qui ont été diffusées dans le cahier de texte. Donc, pardon. Les sont conservées. Merci. Dans la démonstration, vous avez ciblé quelques élèves de 5e passionnés de littérature, sans que l'activité diffusée soit rattachée à un cours. Où et comment la voit-il? Bien, dans ce cas-là, l'élève la voit directement dans son classeur élève. C'est-à-dire que dans la matière, il va voir l'activité qui est présente dans son classeur élève. Par contre, elle ne sera pas présente dans une séance de son cahier de texte. Il pourra la consulter librement. Un peu comme un document libre, finalement, qu'on donne à un élève et qui va mettre dans son classeur, même s'il ne l'a pas vu en cours. Concernant le classeur d'activité, peut-on exporter une activité au format SCORM ou autre pour s'assurer que le travail engagé sur la plateforme rencontre une sorte de pérennité en cas de changement de solution de NT? Aujourd'hui, je vous ai déjà dit, la seule solution d'export, c'est l'IMSCC avec les mêmes limites
qu'on a vu précédemment. Et il faut savoir aussi que par contre que toutes les activités qui sont créées sont à minima récupérables, pas réexploitables dans d'autres plateformes, mais par contre tous vos contenus et vous pouvez exporter votre classeur pédagogique et tous les contenus que vous avez mis à l'intérieur sont transformés en pages HTML et organisés en dossiers et restent consultables et réutilisables. Les contenus restent réutilisables pour les réintégrer ailleurs. Autre question, est-ce qu'il est envisageable d'utiliser l'ENT avec les élèves dès qu'on a les identifiants au mois de mai? La livraison des ENT en mai est pour les chefs d'établissement et les équipes d'enseignants pour tester au maximum l'ensemble des fonctionnalités de l'outil et pour préparer effectivement au mieux son usage à la rentrée, cette fois-ci effectivement avec les élèves et les parents, enfin toute la communauté éducative. Donc on finit plutôt l'année effectivement avec l'usage des Noé. Là, cette livraison en mai est vraiment pour vous, pour que vous puissiez vous acculturer et utiliser au maximum les fonctionnalités en fait de l'outil. Hier, c'est vrai qu'on a abordé le sujet où il était possible de pouvoir créer en invité un profil élève pour que vous puissiez un petit peu voir comment effectivement ça pouvait interagir du côté élève. Mais on vous conseille plutôt de poursuivre jusqu'à la fin de l'année avec l'ENT actuel. Alors, autre question, les webinaires peuvent être revus pendant combien de temps? Eh bien, autant que vous le souhaitez, les webinaires n'ont pas de date limite. Enfin, les replays de webinaires n'ont pas de date limite. Et j'en profite pour préciser que les replays vous sont envoyés automatiquement donc sur l'adresse sur laquelle vous vous êtes inscrit au webinaire. Pour ce webinaire-là, vous recevrez le replay demain à 10h. Alors, actuellement, pour se connecter à notre ENT Noé et à Pronote, nous allons sur le site du collège, hébergé au rectorat, et nous nous connectons en cliquant sur l'icône correspondante. Si, dans un premier temps, nous conservons Pronote, ce système peut-il perdurer? A priori, oui, mais je vous conseille quand même plutôt d'intégrer Pronote à l'ENT, même si vous continuez à utiliser Pronote. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour les utilisateurs, parce qu'en fait, une fois qu'ils seront connectés sur l'ENT, ils n'auront pas besoin de se réauthentifier pour accéder à Pronote. Ils iront sur l'ENT, ils s'authentifieront et à partir de là, ils pourront accéder directement. Comme eux seront connectés via les comptes téléservices, en fait, ils pourront rentrer directement au Pronote sans remettre d'identifiant et de mot de passe. Question suivante, quand on commence avec Pronote et qu'en octobre on bascule sur l'ENT et que la BFC, un transfert est-il possible? Quel est le texte, etc. Alors, commencer avec Pronote, ce n'est pas forcément une bonne idée de commencer la rentrée le mois de septembre avec Pronote et puis ensuite basculer sur l'ENT. Il y a une certaine complémentarité entre l'ENT et puis Pronote. On peut intégrer le connecteur Pronote et ça, on vous conseille de le faire. On vous conseille aussi de démarrer directement sur l'ENT. Pourquoi? Parce que notamment les comptes ne sont pas les mêmes. Si vous utilisez Pronote d'un côté et l'ENT de l'autre, donc, il faut distribuer les comptes ENT et ensuite, par l'ENT, les utilisateurs pourront se connecter à Pronote avec les comptes ENT. Ensuite, c'est les cahiers de texte de Pronote et de l'ENT ne peuvent pas communiquer entre eux. C'est-à-dire que si vous commencez sur un cahier de texte de Pronote et ensuite vous basculez sur le cahier de texte de l'ENT, les contenus qui seront saisis devront être copiés à chaque fois par les personnes qui les ont saisis. Donc, on vous conseille, donc la préconisation académique va dans ce sens, d'utiliser le cahier de texte de l'ENT et de commencer directement avec l'ENT à la rentrée. Alors ensuite, on nous demande depuis l'extérieur, comment trouvera-t-on cette ENT? Tout simplement, on vous donnera une adresse. Vous avez vu qu'on vous a envoyé une URL là, qui correspond à la plateforme de formation. Vous aurez une URL comme ça spécifique à votre établissement qui vous sera communiquée dans la deuxième journée de formation, donc au mois de mai, avec vos comptes administrateurs. Et c'est cette adresse-là que vous pourrez diffuser à tout le monde et ça sera la porte d'entrée de l'ENT pour l'ensemble des utilisateurs de l'établissement. Pour compléter la question posée, puisque je prendrai la suivante, depuis l'extérieur, de toute façon, la totalité des portails ENT de vos établissements seront visibles avec les moteurs de recherche. Donc, si on fait une recherche sur le nom de votre établissement, on verra apparaître dans la liste des résultats proposés par tel ou tel moteur de recherche, eh bien, le lien vers la porte d'entrée, la page d'accueil de l'ENT éclat de votre établissement.
Donc, cette URL-là vous sera donnée, mais elle est aussi rapidement mise en place et visible sur Internet. Je réponds à la question suivante. Dans Enoe via Pidio, nous avions accès à nos documents présents dans nos sessions sur les ordi de l'établissement. Est-ce possible dans Eclat ou avec Eclat ou depuis Eclat? Alors, cette fonctionnalité native n'est plus possible avec un ENT qui est extérieur à l'infrastructure pédagogique de l'établissement. Enoe avait un lien fort avec le serveur pédagogique que vous aviez présent dans vos collèges. Par contre, la solution est une possibilité de récupération de cet espace et de transfert de documents dans les deux sens avec le protocole WebDAV. C'est possible, mais nous ne l'avons pas encore tout à fait qualifié avec les sessions ouvertes par les élèves sur les postes Windows, parce qu'effectivement, il y a aussi le fait qu'en WebDAV, il va falloir mettre son identifiant et son mot de passe pour l'accès effectivement à son porte-document. Donc, c'est des éléments qui seront, je pense, analysés aussi en fonction de l'infrastructure qui est en lien avec le département. Question bleue, question géographie. Où sont stockés les enregistrements des élèves? Tous les enregistrements des élèves sont stockés sur l'ENT. L'ENT, sur l'espace mutualisé de l'ENT, hein, et c'est situé en France, donc sous droit français en ce qui concerne les données. Hier, vous parliez de formation. Vu la situation sanitaire, pensez-vous vraiment judicieux de continuer à espérer organiser des formations avant la fin de l'année scolaire en présentiel, alors même que notre priorité sera de retrouver nos élèves et d'assurer le plus de coûts? Effectivement, donc pour nous et pour vous, justement pour pouvoir s'approprier au mieux l'ENT et pouvoir l'utiliser à destination, enfin pour vos élèves et l'ensemble de la communauté, il est important de poursuivre effectivement le programme des formations. Alors on ne sait pas si on pourra effectivement les faire en présentiel ou pas en présentiel, hein. Nous, on espère effectivement pouvoir qu'on puisse se retrouver à un moment donné quand même en présentiel. L'usage de l'ENT sera effectivement bien mis en place à la rentrée et notre objectif, c'est que vraiment vous soyez formés pour une bonne appropriation de cette ENT et de pouvoir bien préparer effectivement la rentrée scolaire. Déjà, enfin l'équipe, hein, aussi bien Cosmos que la DRNE met en œuvre au maximum des disponibilités d'outils de prise en main. Donc, je vous rappelle aussi bien dans Scolango Academy, excusez-moi, mais également effectivement sur le site de la DRNE à travers des webinaires, des tutoriels, etc. Donc voilà, donc pour l'instant, effectivement, on souhaite poursuivre les formations. Après, on ne sait pas par contre comment elles s'articuleront, qu'elles soient effectivement en présentiel ou à distance. Travail rendu sous forme de fichier audio, l'élève peut-il en rendre plusieurs proposés dans la même séquence de devoirs à faire? Quand on commande un fichier audio, on ne commande qu'il y a le travail à faire, ça vous l'avez vu, et on ne commande qu'un seul fichier. Donc, si vous voulez en demander plusieurs, vous faites plusieurs travaux. C'est assez simple, hein, mais pour chaque travail à faire, eh bien, on ne peut fournir qu'un seul fichier. Toujours dans l'enregistrement, cahier de texte élève, est-il possible de recommencer l'enregistrement? Alors, vous l'avez vu, l'élève, il peut s'enregistrer. Il peut s'enregistrer pendant une durée maximale de 10 minutes. Donc, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même un temps important, surtout si le professeur en COP25, il peut donc s'enregistrer pour une durée de 10 minutes et il peut aussi, enfin, surtout réécouter son enregistrement avant de le renvoyer. Et du coup, en refaire un autre et le perfectionner si besoin avant de l'envoyer. Alors, toujours dans la remise, un élève peut-il rendre à nouveau un travail rendu tant qu'il n'a pas été ramassé? Oui, en fait, ce qui va bloquer la remise pour les élèves, c'est le moment où les corrigés vont être diffusés. Donc, ça veut dire que tant que les corrigés ne sont pas diffusés, l'élève peut rendre une nouvelle version de son travail et ça ne sera bloqué qu'à partir du moment où le prof aura aura diffusé les corrigés. Question suivante. Bonjour. Question que je n'ai pas posée les jours avant. Dans la mesure où la région a le même ENT, est-il imaginable que l'on puisse créer un dossier collaboratif entre chefs d'établissement du collège, du bassin collège et lycée? Par exemple, un tableau Excel de partage. Alors, bien sûr,
votre ENT, c'est le même, enfin, chaque établissement scolaire dispose de l'ENT, c'est un système d'information territorial, on va dire, et donc on encourage ce type d'usage d'espaces collaboratifs inter-établissements. On a déjà des territoires qui utilisent l'ENT pour l'animation d'actions dans des bassins académiques. Donc oui, l'ENT est le même, que ce soit pour les collèges, pour les lycées, et même pour les écoles qui prennent la même solution. Question suivante, un élève peut-il rendre son travail après la date de rendu initiale? Alors oui, il peut le rendre. D'abord, donc son travail, il le verra à faire dans la partie retard, dans la vue travail à faire de l'élève. Donc il y a un onglet retard où il y a tous les travaux en retard, parce que oui, ils sont en retard. Ils peuvent être en retard, du moins. Donc ils pourront le rendre. Sur le tableau de bord du professeur, lorsqu'on a la liste de tous les élèves, et on voit que l'élève a rendu l'élève en retard. Je crois que c'est surligné en rouge de mémoire. Le nom de l'élève est surligné en rouge au moment où il le rend après la séance demandée. Pardon. Concernant le travail à faire, une rétroaction sur l'état du travail est-il possible par l'enseignant? En fait, si je comprends bien la question, l'idée c'est un élève rend un travail et on veut pouvoir intervenir, enfin donner des informations individuelles à cet élève-là. On peut utiliser pour ça le corrigé individuel. C'est-à-dire qu'il y a le corrigé global qui va être diffusé à tout le monde, et on peut faire un corrigé individuel pour justement pouvoir faire une personnalisation du corrigé par rapport à ce qu'a réellement rendu l'élève. Alors ensuite, exceptionnellement aujourd'hui, j'ai fait une séance avec ma documentaliste préférée. Elle veut ajouter un document à ma séance, compléter une partie du cahier de texte. Est-ce possible? Alors déjà, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut pas que ce soit exceptionnel, hein, c'est plutôt une bonne habitude. Et puis, oui, c'est possible parce que la documentaliste a accès à l'ensemble des séances avec un droit spécifique. Et si en plus elle est positionnée en tant que co-évaluatrice, co-enseignante, ça veut dire que votre direction l'a positionnée sur le logiciel d'emploi du temps comme co-enseignante sur la séance, c'est encore mieux. Ça lui permettra éventuellement de faire l'appel, de pouvoir faire aussi de l'évaluation en parallèle sur la séance, etc. De la même manière, question suivante, j'ai travaillé avec mon collègue d'allemand préféré, je voudrais corriger une partie du projet et lui une autre, est-ce possible? Alors si vous avez des co-enseignements, oui. Sachez que si vous collectez des travaux, tous les travaux rendus par les élèves, on va pouvoir télécharger dans un fichier zip l'ensemble des fichiers audio, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les collecter, les regrouper dans un fichier zip par un petit bouton. Au passage, tous les fichiers rendus par les élèves seront nommés par le nom de l'élève, donc ça vous permet de les retrouver facilement. Puis ensuite, vous pouvez les partager vous les envoyer par mail ou les mettre dans un dossier partagé, par exemple avec, là pour le cas, votre collègue d'allemand préféré. Alors la question suivante est en lien avec celle à laquelle vient de répondre Alexis. Où retrouve-t-on les fichiers rendus compressés? Effectivement, quand vous choisissez le mode de rendu fichier audio ou fichier joint, il y a possibilité de faire un export de l'ensemble des travaux pour faire une correction extérieure. Donc dans ce cas-là, il va vous créer un fichier zip dans lequel tous les contenus des élèves sont présents et sont préfixés avec le nom de l'élève de manière à pouvoir identifier le travail de chacun des élèves. Donc là, vous demandez la génération de ce fichier-là et vous le téléchargez immédiatement. Et c'est un fichier au format zip qui contient tous les autres fichiers après l'intérieur. Alors, qu'en est-il des évaluations? Est-ce aussi souple que Pronote? Non rendu, absent, compté comme bonus, compté uniquement si la note augmente la moyenne, etc. Alors, pour la première partie, oui, effectivement, vous pouvez paramétrer les motifs de non-notation. Donc, on a la possibilité de choisir la raison pour laquelle l'élève n'a pas été noté, absent, non rendu, voilà. Par contre, la deuxième partie, non, c'est-à-dire que nous, on a fait le choix de ne pas intégrer tous les éléments qui modifient un petit peu artificiellement les moyennes. C'est-à-dire que les notes bonus, les notes on comprend bien l'usage. L'usage, c'est vous avez envie d'aider un élève un peu méritant qui s'en est pas bien sorti, on préfère que ce soit assumé
donné, et puis à la limite, vous lui rajoutez 3 points sur un devoir. Ça nous paraît plus cohérent et plus légitime que de faire croire que c'est les mathématiques qui font ça automatiquement. Présentation de contenu pour les 10. A-t-on un outil? En fait, il n'y a pas d'outil spécifique pour l'affichage. Par contre, il y a l'enregistreur audio qui peut permettre de doubler les consignes, par exemple pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, que ce soit des 10 ou que ce soit des élèves des élèves du PE2A ou des élèves allophones. Et ils ont la possibilité du coup de pouvoir doubler la consigne, enfin avoir une version doublée de leur consigne en audio qui leur permettra de la comprendre plus facilement. Est-il possible pour les élèves de faire un rendu collectif pour un travail de groupe? Alors, pas directement dans le classeur pédagogique, on est plutôt dans une activité individuelle. Par contre, des dossiers partagés, que ce soit dans les espaces de classe ou dans le cadre d'une rubrique, permettent de le faire. Alors, dossier partagé, ce sera effectivement travail sur un fichier. Et on peut aussi penser d'activer dans la rubrique qui serait dédiée au travail d'un groupe, d'activer le pad. Et là, on est dans une écriture collaborative synchrone ou asynchrone. Donc, on a des capacités d'utilisation de l'outil pour un rendu collectif. Question suivante. Qu'en est-il de l'outil d'appel à côté du professeur? Sera-t-il présenté? Alors oui, le module d'absence, il vous sera présenté dans une prochaine formation. Alors, pour l'Académie de Besançon, ce sont des formations qui auront lieu début juin. Et puis, pour la Haute-Savoie, une formation est prévue le 16 avril. Le 16 avril pour la Haute-Savoie, c'est juste un webinaire de présentation, et pour les établissements qui prendront ce module de vie scolaire, il y aura ensuite des formations organisées. Alors, du côté des parents, ont-ils une vue rapide et immédiate du travail non fait de leur enfant? Bah oui, en fait, ils ont sur la page d'accueil connectée de l'établissement, dès qu'ils se connectent, ils ont la même vue que les élèves, c'est-à-dire qu'ils voient tout de suite le travail à faire, le travail déjà fait, le travail en retard, etc. Question suivante. La capacité maximum de 300 mégas dont vous parliez hier inclut tous les contenus que nous allons mettre dans le cahier de texte. Non, pas du tout. En fait, les 300 mégas, c'était les quotas qui étaient pour les rubriques. Dans le cahier de texte, l'espace et le stockage total, global et mutualisé. Donc, vous pouvez l'utiliser sans crainte. Alors, peut-on conserver les travaux à faire d'une année sur l'autre? Non, les travaux à faire ne sont pas conservés. Par contre, les activités pédagogiques qui servent de base, elles sont conservées dans le classeur pédagogique. Mais par contre, chaque année, vous aurez à ressaisir les consignes quand vous les diffuserez, parce qu'en fait, les travaux à faire sont associés aux élèves de l'année en cours, puisqu'il y a des diffusions. Donc, voilà, il faudra recréer la consigne chaque année quand vous rediffuserez cette nouvelle activité à vos nouveaux élèves. Question suivante, on ne parle pas des outils de vie scolaire, sera-t-il présenté? Alors oui, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc début juin pour Besançon, et puis un webinaire le 16 avril pour la Haute-Savoie. Quelle interaction entre faire l'appel, gérer le carnet de liaison et mon cahier de texte? Dois-je faire des va-et-vient entre les services? Alors, chaque outil correspond à un besoin précis. Donc, le carnet de liaison permet des échanges entre l'institution et les familles. Le cahier de texte permet d'interagir entre les apprenants et puis les professeurs. L'appel, lui, permet de faire l'appel et de gérer la vie scolaire. Donc, on a vraiment 3 services différents pour 3 besoins différents. On a néanmoins des rebonds possibles entre services. Par exemple, on a la feuille d'appel qui sera directement disponible à partir de la séance, du cahier de texte ou alors de la page d'accueil. Le carnet de liaison, lui, permet de relayer aussi via la messagerie des notifications. Enfin, voilà, il y a des rebonds et des interconnexions entre chaque module. Question suivante. Bonjour, Moodle est-il intégré ou y a-t-il un coût supplémentaire? Alors, oui, il y a un coût supplémentaire, mais il est pris en charge par les collectivités. Le Moodle sera intégré à votre NT.
Une nouvelle question sur les anciens Moodle, c'est-à-dire les contenus qui sont déjà présents sur un ENT précédent. Et bien, comme la question a déjà été posée, la réponse est qu'il y aura bien une procédure de transfert avec la capacité pour chacun de pouvoir le faire lui-même s'il le souhaite avant, dans une garantie de ses données et d'un choix particulier de ce qu'il veut transférer. Dans le cahier de texte, pourquoi le temps de travail? Pourquoi ne pas dans le temps de travail? Pourquoi ne pas avoir donné la possibilité de remplir le nombre de minutes? Exemple 45 minutes. Alors en fait, dans le temps de travail, ce qu'on a souhaité, c'est donner des ordres de grandeur pour un travail donné. Le but, c'est que cette information soit ensuite lisible lorsqu'elle est consolidée pour l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc on a donné des ordres de grandeur directement dedans et pour améliorer cette consolidation. Alors, pour un travail à rendre, peut-on changer la date de rendu et accorder un délai? Eh ben, c'est une bonne nouvelle en fait, c'est que c'est en cours de développement. C'est pas faisable aujourd'hui. Si vous allez sur vos plateformes de formation, vous allez voir qu'aujourd'hui c'est pas faisable. On peut pas modifier une diffusion et c'est en cours de développement. Ça va être livré d'ici la fin de l'année scolaire, ce qui veut dire que pour l'année prochaine, quand vous serez vraiment en exploitation sur vos propres ENT, cette fonctionnalité sera disponible. Par rapport à la question, est-il prévu un jour une formation à Moodle? Donc il existe déjà des webinaires, hein, pour sa prise en main sur le site de la DRNE. On en parlera également lors de la formation pédagogique. Et puis il y a tout à fait la possibilité de demander une formation d'initiative locale par établissement. Et puis il y a également une réflexion sur la constitution d'un groupe de travail sur Moodle actuellement qui sera animé par Vincent, côté Académie de Besançon et Académie de Dijon. Alors, les classeurs pédagogiques faits par les enseignants peuvent-ils être sauvegardés sous une certaine forme, y compris PDF, pour garder au moins une trace mémoire en vue d'être recréée l'année suivante? Alors, vous n'avez pas besoin de la recréer l'année suivante, puisque de toute façon, elle est conservée d'une année sur l'autre. Mais par contre, il y a quand même un format d'export qui permet d'exporter l'intégralité de votre classeur pédagogique et qui permet de le réimporter éventuellement sur un autre établissement. Supposons que vous soyez muté en Auvergne-Rhône-Alpes, ils utilisent le même ENT. Par contre, c'est pas le même projet, donc il n'y aura pas un suivi direct de vos données. Par contre, si vous faites un import-export de votre classeur pédagogique, vous pourrez les réintégrer dans votre nouvel établissement. Et si vous êtes sur un établissement qui n'a pas le même ENT, vous pourrez au moins continuer à consulter les contenus et vous pourrez en faire des copier-coller pour les réintégrer dans votre nouvel outil, mais il n'y aura pas d'import direct et automatique. Les CPE ont-ils également accès au cahier de texte? Est-ce la même interface que pour les enseignants? Oui, les CPE, ils ont accès à l'ensemble des cahiers de texte. Oui. Et l'interface est la même. Que pour les enseignants. Les compétences cycle 3 et 4 seront-elles déjà saisies et où? Alors ça concerne le module d'évaluation. C'est-à-dire que effectivement, si vous utilisez le module d'évaluation de l'ENT, vous aurez les cycles 2, 3, 4 qui seront avec les compétences qui sont déjà saisies. Et c'est quand vous ferez une évaluation que vous pourrez dire, ben là, sur cette évaluation, je contribue à l'évaluation de telle ou telle compétence. Donc c'est pas dans le cahier texte, c'est dans le module d'évaluation. Les enseignants pourront-ils récupérer des données de Pronote telles que QCM? Ben non, il n'y a pas d'échange ni dans un sens ni dans l'autre, hein, on l'a déjà vu. Alors, je reprends la question suivante. Est-il possible de créer des groupes élèves, par exemple pour les délégués de classe de tout l'établissement, les élèves du CVC? Eh bien oui, il n'y a aucun problème. Nous revenons sur la fonctionnalité liée aux rubriques. Vous aviez d'une part les rubriques qui étaient déjà totalement créées par l'import de l'AF avec des rubriques de classe, mais vous avez toute latitude pour créer des rubriques associées par la suite à des utilisateurs que vous déterminez. On appelle ça des groupes libres. Et vous pouvez effectivement réserver une rubrique qui serait liée à un espace de stockage avec par exemple un dépôt de fichiers, un pad, un blog associé. Bien entendu, ça peut rester totalement privé, c'est-à-dire que
la rubrique n'est pas obligatoirement visible sur le portail de l'établissement. Par contre, ça reste un espace de travail où un certain nombre de délégués de classe peuvent effectivement avoir un échange de documents et avoir le support de leurs activités ou de leurs réflexions communes. Donc, ça se fait directement au sein de vos établissements. À ce titre, nous avons déjà mis en place avec le CAVL pour la vie lycéenne, là vous êtes plutôt des collèges, mais il y a déjà au niveau de la partie académique, sur la région académique, un espace qui rassemble l'ensemble des élus de la vie lycéenne. Donc ça se fait déjà sur ce même modèle. Donc il n'y a aucune difficulté pour que vous puissiez vous décliner ce même type d'organisation, de support lié aux activités des élèves vis-à-vis d'un projet particulier via les rubriques. Question suivante, juste par curiosité, où sont localisés vos serveurs? Alors, ils sont localisés donc, en France, je l'ai dit tout à l'heure, à Toulouse plus précisément, et il y a même une réplication à Nantes chaque nuit au cas où une usine Céveso exploserait. Ne vous inquiétez pas, vos données sont sécurisées. Elles sont à Toulouse et redondées à Nantes. Alors, encore une question sur l'export classeur pédagogique. Donc, si on veut extraire une activité pédagogique avec plusieurs supports, audio, etc., pour l'envoyer par mail, par exemple, est-ce qu'on peut le faire? C'est pas aussi fin que ça. En fait, une activité pédagogique, elle peut être partagée via l'outil, mais uniquement avec les enseignants de l'établissement. Et par contre, si vous voulez exporter au-delà du périmètre de l'établissement, vous allez pouvoir faire un export, mais ça sera un export de la totalité de votre classeur pédagogique et pas uniquement d'une seule activité. Concernant les codes d'accès, quand allons-nous les recevoir? Alors, vous les recevrez le jour de la formation J2, qui est la formation où on vous donne les codes d'accès, on vous donne l'URL et on vous accompagne au déploiement. Donc, cette formation J2 est prévue pour l'instant en mai pour les établissements de Besançon. Est-ce qu'une activité créée et une année peut être retrouvée par le prof l'année d'après s'il reste dans le même établissement pour ne pas avoir à la recréer? Alors même mieux que ça, c'est-à-dire que le professeur, quand il produit dans son classeur pédagogique quelque chose, ses productions restent d'une année sur l'autre. Donc ça c'est bien, et s'il est muté et qu'il change d'établissement, qu'il reste dans l'académie ou qu'il reste sur le projet en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, sur le même territoire, du coup dans la même région même, il pourra, ces données seront associées à son compte et donc du coup il conservera tout. Question suivante déjà répondue. Peut-on créer un dossier partagé à une classe en début de séquence et y ajouter au fur et à mesure des activités? Alors, les activités, en fait, elles ne se diffusent que dans le cahier de texte. Et l'intérêt d'utiliser le cahier de texte, c'est que vous allez pouvoir les associer à des séances du cahier de texte. C'est-à-dire les rendre visibles qu'au moment, par exemple, où la séance démarre. Il n'est pas possible d'intégrer, par exemple, des activités pédagogiques à des dossiers partagés. Ça ne fonctionne pas. Alors, la complémentarité avec les logiciels éducation nationale siècle. Alors, oui, vous pouvez utiliser alors, tout dépend de ce dont vous parlez quand vous évoquez siècle. Si c'est les bases de données siècle, oui, il y a une complémentarité parce que les comptes sont issus de siècle. Et après, il y a aussi les outils de siècle comme siècle note absence. Donc là, c'est un connecteur que vous allez pouvoir intégrer à l'ENT si vous le souhaitez. Je vais prendre la question sur la question. Nous n'avons pas d'ENT. Une mise en production au mois de mai permettrait de trouver une solution si le confinement perdure. Alors effectivement, à partir du mois de mai, vous aurez à disposition, comme ça a été évoqué en fin de webinaire déjà, les comptes d'administrateurs qui vous permettront de configurer l'ENT. L'annuaire fédérateur a injecté les données correspondant aux enseignants et aux élèves. Les comptes sont a priori valables. Il y aurait une nécessité à vérifier si vous avez la totalité de votre structure. Mais ça voudrait dire qu'éventuellement, au mois de mai, vous pourriez commencer à travailler. Vous auriez au moins la capacité d'utiliser un certain nombre de services. On pourrait peut-être même aller jusqu'à un début de cahier de texte en cours d'année. Disons qu'on est plutôt sur une fin d'année. Néanmoins, toutes les fonctionnalités
d'usage et de continuité pédagogique, en particulier liées aux rubriques, pourraient être utilisées avec transfert, utilisation du classeur, et y compris la partie Moodle si les enseignants voulaient l'utiliser. Donc la réponse pourrait être éventuellement oui, avec un certain nombre de paramétrages à faire avant et à vérifier. Et un deuxième, j'allais dire, un dernier point, c'est que vous auriez, puisque la connexion des élèves se fait avec les comptes de téléservice, il faudrait qu'effectivement les élèves aient à disposition leur compte de téléservice pour pouvoir se connecter à partir du mois de mai, si c'était possible de le faire. A priori, pour les enseignants, c'est le compte académique, donc les enseignants ont déjà la capacité de pouvoir se connecter avec un compte dont ils connaissent déjà l'identifiant et le mot de passe. Donc on est bien effectivement sur des établissements qui n'ont pas d'ENT actuellement. Par rapport aux identifiants pour faire les exercices dont vous avez parlé, ont-ils été envoyés aux principaux? Oui, je confirme que les identifiants ont été envoyés tous mardi après-midi, mardi de cette semaine, hein, après le premier webinaire, par l'équipe de Cosmos. Peut-on envisager un espace ENT, école, collège, avec travail professeur, professeurs des écoles et élèves de chacun des établissements ou juste entre enseignants? Alors oui, bien sûr, vous avez des ENT dans chaque établissement. Si vous souhaitez travailler entre utilisateurs de différents établissements, écoles, ENT, prenez l'exemple des projets école-collège, par exemple. Ben là, vous pouvez, par exemple, créer un espace ou sur l'école ou sur le collège et inviter les élèves ou les professeurs ou les équipes pédagogiques que vous souhaitez dans ces espaces-là pour du travail collaboratif. Donc, il faut partir de vos ENT d'établissement ou d'école pour les ouvrir sur d'autres utilisateurs pour pouvoir faire ça. Je précise qu'effectivement, vous pouvez être dans des zones où les écoles autour du collège sont aussi équipées de l'ENT Éclat, puisqu'un certain nombre de communes se placent dans le projet pour mettre en place l'ENT au sein de leurs écoles, à la fois maternelles et élémentaires. Alors ensuite, une question sur l'évaluation. Comment pourrons-nous évaluer les compétences? Donc ça, clairement, ça sera dans le module d'évaluation, hein, qui permet d'évaluer tout à la fois sous forme de notes et de compétences. Vous avez la possibilité, alors il y a deux possibilités, soit vous faites des notes et auquel cas l'évaluation par compétences ne sera que l'évaluation des domaines du socle, et là vous pouvez évaluer notes et compétences. Deuxième cas de figure, vous êtes entièrement en classe sans notes. Et donc là, vous évaluez à la fois les disciplines et le socle via des compétences qui du coup peuvent être liées. Vous avez les référentiels des cycles 2, 3, 4 qui sont déjà présents dans votre bibliothèque de référentiels de l'établissement. Et vous avez la possibilité de modifier, voire de créer vos propres référentiels. La seule contrainte qui est imposée dans le produit, c'est que en fait, tous les enseignants n'ont pas la possibilité de modifier les référentiels. Comme on dit habituellement, on veut essayer de garder des référentiels qui font référence. Ça veut dire qu'effectivement, il faut se mettre d'accord au sein de l'établissement sur le ou les référentiels utilisés. Et ensuite, il y a une personne qui a le droit de pouvoir venir saisir ces référentiels pour l'ensemble de l'établissement. Et tout ça vous sera présenté en détail soit dans les formations, soit dans les webinaires qui auront lieu de présentation. Comment accepte-t-on le cahier texte des années précédentes? Alors, les cahiers textes de l'ENT seront consultables chaque année. Alors, comment ça va se passer? Chaque été, on va archiver, on va éteindre l'ENT pendant quelques jours pour procéder à des archivages de toutes les données liées à l'année scolaire. Et parmi ces données, il y a les cahiers de texte qu'on va archiver et remettre à disposition de l'établissement en format téléchargeable, hein, pour les conserver longtemps, dans des rubriques dédiées. Donc, dans le l'ENT, il y aura un espace de stockage dédié dans lequel il y aura tous les cahiers de texte des années précédentes, qui seront téléchargeables pour pouvoir les garder au-delà du temps, autant de temps que souhaité. Est-il envisageable que les fonctionnalités évoluent au fil du temps et en fonction des demandes? Tout à fait, c'est le cas, hein. Le l'ENT évolue, on va dire, chaque jour. Il y a des évolutions que vous ne voyez pas, qui sont des évolutions techniques, il y a des évolutions fonctionnelles. Si vous avez des demandes particulières, eh bien, faites-les remonter. Il y a pour chaque projet des commissions d'évolution animées par les porteurs de projets, donc les collectivités et les académies, qui ensuite priorisent ces demandes d'évolution.
Sachez que toutes les demandes d'évolution aussi toutes les évolutions sont documentées dans la Scolingo Academy. Donc allez-y, parce que quelquefois on demande des choses qui sont déjà disponibles. Ou alors en tout cas, il y a des modes opératoires ou des façons de faire différentes qui sont documentées. Et les nouveautés sont aussi documentées dans la Scolingo Academy. Alors, ensuite, si l'établissement garde Pronote dans un premier temps pour la vie scolaire, l'appel sera fait sur l'ENT ou sur Pronote. Il sera clairement fait sur Pronote dans ce cas-là. Pronote, à la base, c'est un outil, comme son nom l'indique, qui était là pour les évaluations et puis pour la partie absence. Il est très bien fait pour ça et effectivement, si vous en êtes satisfait, vous pouvez le conserver. Les préconisations des académies sont plutôt liées au cahier de texte et sur la partie pédagogique, en fait, où il y a une incitation à plutôt utiliser le cahier de texte de l'ENT que celui de Pronote. Mais si vous choisissez de garder Pronote pour la vie scolaire, ça sera bien dans Pronote que seront faits l'appel et les évaluations. Quels sont les arguments à destination des professeurs, des élèves et des parents pour changer à la rentrée de cahier de texte, de logiciel vie scolaire et d'emploi du temps? Nos urgences seront peut-être différentes. Alors, en fait, là, c'est une offre complète, un seul accès à tous les services offerts, hein, donc un espace de confiance, notamment avec le GAR RGPD, des fonctionnalités pédagogiques du cahier de texte, l'intégration Moodle pour les plus avancés. Donc, en fait, votre établissement, il s'inscrit dans une démarche d'usage partagé avec tous les autres établissements du réseau de l'académie. Donc, du coup, effectivement, avec des usagers habitués. Par contre, le choix du logiciel de vie scolaire reste à vous, revient à vous. Donc, effectivement, il y a la possibilité du module de vie scolaire de Cosmos, mais il y a également effectivement l'usage d'autres logiciels de vie scolaire dont vous utilisez, que vous pouvez utiliser actuellement. Le choix reste à responsabilité effectivement du chef d'établissement. Nous, en tout cas le conseil départemental du Doubs a demandé effectivement une formation sur la vie scolaire et l'évaluation pour que vous puissiez voir effectivement le module de vie scolaire de Cosmos et ensuite le choix effectivement d'utiliser ou pas ce module de vie scolaire revient effectivement au chef d'établissement. Par contre, effectivement, l'ENT sera mis en œuvre, donc Éclat BFC sera mis en œuvre dès la rentrée. Si effectivement le choix du module de vie scolaire de Cosmos n'est pas celui que vous avez décidé, nous, effectivement, au niveau de la région académique, on vous encourage vivement à mettre en place le connecteur Pronote au sein de l'ENT et de désactiver effectivement le cahier de texte Pronote pour pouvoir utiliser l'ENT Éclat BFC avec ce connecteur de Pronote à l'intérieur qui permet effectivement, on va dire, quelque chose de très transparent pour les usagers, parents et élèves, pour permettre effectivement une connexion unique avec les comptes de téléservices. Peut-on travailler sur la plateforme de formation Éclat depuis une tablette iOS? Oui, alors, à partir de n'importe quel terminal, vous pouvez accéder à l'ENT et l'utiliser pleinement. Préférez quand même des navigateurs, on va dire, qui sont utilisés par beaucoup d'utilisateurs, Safari, Chrome, Firefox, enfin, vraiment utiliser ces navigateurs-là pour utiliser pleinement l'ENT. Ensuite, j'en profite pour pour vous rappeler qu'il y a une application qui sera disponible sur iOS et sur Android, plus destinée, on va dire, à la consultation par les élèves et les parents, aussi à faire l'appel par les professeurs, mais plutôt sur smartphone. Bonjour, je suis amené à travailler avec des élèves que je n'ai pas en cours. Serait-il possible de consulter la charge de travail de ces élèves que je n'ai pas en classe? Serait-il possible de consulter la charge de travail de ces élèves que je n'ai pas en classe? Deuxième fois. Bon, on l'a peut-être copié 2 fois. Donc, en fait, il y a 2 choses. C'est pour consulter la charge de travail consolidée. Et, on revient à la question qu'on a posée tout à l'heure sur le temps de travail. Vous devez faire partie de l'équipe pédagogique. Donc, si vous avez ne serait-ce qu'une séance ou qu'une seule séance de cours dans l'équipe pédagogique, vous pouvez voir la vue consolidée du travail qui a été donné aux élèves par tous les professeurs qu'ils ont. Donc, ça, c'est bien, c'est une première réponse. Si vous n'êtes pas du tout dans l'équipe pédagogique, on peut vous donner un rôle, par exemple un rôle CPE sur le cahier de texte, qui permet d'accéder à la charge de travail de tous les élèves dans toutes les classes.
Alors ensuite, les évaluations par compétences sont-elles personnalisables comme dans Pronote? Alors oui, elles sont personnalisables, pas forcément comme dans Pronote, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une bibliothèque de référentiels au sein de l'établissement. Vous pouvez personnaliser les compétences, les intituler, vous pouvez personnaliser les matières auxquelles elles sont rattachées, vous pouvez personnaliser le cycle auquel c'est rattaché. Vous pouvez créer différents référentiels, vous pouvez faire plein de choses. La seule contrainte, effectivement, c'est qu'il n'y a qu'un seul gestionnaire de cette bibliothèque globale d'établissement. Donc ça veut dire qu'il faut, en gros, ça veut dire qu'il faut que le classeur, que le conseil, pas le classeur, que le conseil pédagogique travaille un petit peu en amont pour se mettre d'accord sur les référentiels communs finalement à utiliser au niveau de l'établissement, même s'il peut y en avoir plusieurs. Le cahier de texte est-il facilement imprimable pour les élèves? Alors oui, le cahier de texte, on peut l'imprimer non pas dans la vue calendaire, mais dans la vue liste. On peut même filtrer des périodes, des matières, des travaux. Donc on peut imprimer, il y a un petit bouton imprimante là, qui est à côté de la vue liste, et vous pouvez le faire. Enfant daltonien ou déficient visuel, est-il possible de modifier les tons de couleurs, foncé, clarifier ou de grossir le texte? Alors, nous, on a travaillé sur ces choses-là, hein, évidemment, comme ce sont des sites qui sont dédiés au public. Donc, on a choisi des couleurs accessibles. Donc, les séances sont en vert, les séances qui ne consomment pas sont en gris. On essaie d'avoir un bon niveau de contraste sur toutes les pages pour justement voilà, permettre une bonne lisibilité, une bonne accessibilité des contenus. Pour grossir les éléments, on peut le faire via les navigateurs avec les boutons contrôle et plus ou la roulette et le plus par exemple et le moins. On peut grossir et réduire l'affichage. Alors, pourra-t-on évaluer les compétences et se passer de Pronote à terme? Oui, on pourra évaluer les compétences et puis se passer de Pronote à terme. On vous laissera juge, hein. Voilà. Alors, par rapport à la question sur quelles communes ont adopté ECLA, quel accompagnement de la DRNE de Cosmos des inspections d'académie pour développer cet usage, donc 160 écoles ont pris effectivement, ont fait le choix d'adopter ECLA BFC, des écoles effectivement qui sont sur le Doubs et la Haute-Saône actuellement. Puisque effectivement, nous avons eu l'ensemble des écoles du Grand Besançon Métropole, donc les 124 écoles du Grand Besançon Métropole qui ont effectivement tout de suite mis en œuvre depuis septembre effectivement l'usage d'ECLA BFC. Vous pouvez retrouver en fait la lisibilité de l'ensemble des écoles dans ECLA BFC sur le site du portail projet. Donc on vous communiquera le site qui est en accessibilité libre. Vous pourrez effectivement voir la globalité des écoles qui sont présentes dans ECLA BFC, sachant qu'effectivement les autres départements, territoire de Belfort et Jura, ont fait le choix d'arriver plutôt dans une vague 3, puisqu'on est on a déjà fait une vague 1, excusez-moi, en septembre. On a redéveloppé effectivement une vague 2 pour les écoles depuis janvier, et là, on est en train de mettre en place une vague 3 en fait pour la rentrée scolaire 2020. Alors là, cette fois-ci, on parle toujours de partage d'activités, mais cette fois-ci, au niveau académique, je veux partager une activité du classeur pédagogique faite dans mon établissement sur le portail partage de l'académie d'ECLA ou un autre portail collaboratif ECLA. Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est une fonctionnalité qui a existé il y a très longtemps sur l'ENT, où effectivement les activités pédagogiques étaient partageables pour être mises en valeur sur les portails académiques, et c'est une fonctionnalité qui est morte de sa belle mort, simplement parce qu'elle n'était pas utilisée du tout. Voilà, donc elle a fini par être supprimée. Par contre, puisque nous parlons du classeur pédagogique, si on va du côté Moodle, qui est aussi un espace où on peut mettre en place une proposition de ressources pour un cours qui étaye ce que l'on fait en classe, eh bien, on peut réaliser ce type de partage avec les cours Moodle, puisqu'il y a une instance de Moodle au niveau académique, on appelle ça le campus académique,
il est accessible et il permettra effectivement d'avoir ce type d'échange et de proposition de remontée d'une ressource pour la mettre à disposition à d'autres. Alors, une autre question extrêmement importante, pourra-t-on mettre des images dans les menus? Alors, j'imagine que c'est les menus de la cantine, hein. Oui, on peut illustrer tout ça. On peut même, c'est une rubrique, hein, donc si vous voulez, on peut même mettre des vidéos avec les recettes de ce que les élèves vont manger. Il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est sur le menu du portail, ah oui, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Si c'est pour mettre sur le menu de la page de gauche, il y a déjà des petits pictos, mais on ne peut pas remodifier le contenu du menu de navigation, quoi. Ouais, les menus du site. Ah ouais, donc du coup, vous voyez, je pense que c'est parce qu'on approche de midi, hein, mais non, sur les menus du site, en fait, vous avez le menu qui est figé sur la gauche. Vous pouvez créer des rubriques, en supprimer, mais par contre, les pictos qui sont là de base, on peut pas rajouter d'images dans les menus à gauche. Alors là, il y a un sujet, la question suivante, c'est un sujet effectivement important, c'est la problématique actuelle nécessitant vraisemblablement la poursuite de l'utilisation de Pronote et l'absence d'une prise en compte spécifique et souple des inclusions. UPE2A, Ulysse, etc. Et est-ce que des développements sont prévus? Aujourd'hui, effectivement, il y a un gros souci sur la gestion des inclusions, enfin de tout ce qui est aménagement d'emploi du temps en règle générale, entre les logiciels d'emploi du temps et les ENT quels qu'ils soient, hein, sur l'ensemble, et pour bien connaître aussi les outils EDT Pronote, même en interne, c'est pas fluide du tout. Il y a pas un outil aujourd'hui qui gère de manière hyper fluide la gestion des aménagements. Donc c'est un sujet qu'on a vraiment en tête et depuis un moment. Il y a effectivement des évolutions qui sont envisagées pour prendre en compte cette problématique qui est commune maintenant quasiment à tous les établissements. Par contre, c'est des évolutions qui sont envisagées, qui ne sont pas encore planifiées. Donc je suis incapable de vous dire quand et sous quelle forme ça va arriver, mais on sait que c'est un sujet effectivement extrêmement important. Bonjour, est-il possible d'accéder à l'historique des connexions des élèves et de leurs parents, au cahier texte par exemple, très utile en ce moment? Alors, il y a deux façons de répondre à la question. Pour avoir l'historique des connexions des élèves, par exemple, dans la vue admin, l'administrateur peut voir à quel moment l'utilisateur, élève ou parent s'est connecté à l'ENT. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Là, on est plus dans un usage, on va dire, pédagogique. Est-ce que lorsque le professeur donne un cahier de texte, un devoir dans le cahier de texte, est-ce que l'élève l'a vu? Est-ce qu'il l'a fait? Donc, on a vu tout à l'heure dans le webinaire que lorsque l'élève le fait ou remet un travail, et on a accès à un tableau de bord et on voit que le travail est remis. Quand c'est simplement un travail donné, il y a un bouton dans le cahier de texte pour que l'élève puisse cocher comme quoi le travail est fait. Donc, ça lui permet de suivre le travail et puis de dire, voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Ça permet plusieurs choses. Ça permet au professeur de voir que les travaux ont bien été faits, voilà, même s'il n'y a rien à rendre. Puis ça permet aussi aux parents de voir que leur enfant a coché le travail et donc ils l'ont fait. Donc les parents pourront suivre le travail fait comme ceci et peut-être solliciter leurs enfants en leur parlant du travail. Alors, je crois qu'on a terminé pour les questions. Oui, effectivement, je vois pas de nouvelles questions qui tombent, donc je pense qu'on a dû faire à peu près le tour. Donc voilà pour ce cycle de formation un petit peu, enfin en version Covid, hein, on va dire. Donc transformation d'une journée de formation en 3 webinaires. J'espère que vous avez pu poser les questions que vous souhaitez. Par rapport aux formations habituelles, vous avez quand même un avantage, c'est que vous conservez la disponibilité de la plateforme de formation, donc vous allez pouvoir continuer à utiliser la plateforme comme vous le souhaitez et faire pas mal de tests. Vous avez accès à
comment dire, à ces jeux de données là, et vous avez accès également au replay des 3 webinaires. Donc au niveau des équipes de direction, n'hésitez pas à partager ça au sein des personnels de votre établissement sur le périmètre que vous souhaitez. Hein. Si vous pouvez tout à fait passer les vidéos de replay de webinaire à l'ensemble de votre équipe enseignante, ça leur permettra déjà d'avoir une première vision de ce qui arrive. Idem pour les comptes. Voilà. Merci pour vos questions. On espère avoir pu répondre à toutes celles sur lesquelles on pouvait répondre. Et puis, donc, prochain webinaire, ça sera le 6 mai, pardon, et ça sera une présentation, comment dire, une présentation de ce qu'on attend. Il sera très court, hein, ce webinaire. Ça sera juste pour vous dire, alors déjà pour vous rappeler la forme que prendra la deuxième journée. On ne sait pas encore si on peut faire du présentiel ou pas. Là, on est encore en plein suspense. Hein. On va décider de ça pendant la période des vacances. Je suis pas forcément hyper optimiste, hein, mais bon, voilà, on s'adaptera si on peut pas faire du présentiel. Et donc, on vous présentera en tout cas comment se présentera la deuxième journée, parce qu'à la deuxième journée, quoi qu'il arrive, il faudra vous présenter avec un certain nombre de documents qu'on intégrera dans le NT, donc il faudra les préparer un petit peu à l'avance. Voilà, je vois une question qui est retombée. Là, jusqu'à quand les replays seront-ils disponibles? Hein, Julie nous disait tout à l'heure en fait qu'il n'y a pas de date limite. Hein. Ils sont hébergés en vidéo. À partir du moment où vous avez le lien, on les conserve, on les retirera peut-être dans 2 ans quand le NT aura évolué et puis qu'ils seront plus d'actualité. Mais là, il n'y a pas de limite de date pour pouvoir consulter les webinaires. Et pareil pour les plateformes de formation, on vous les laisse à disposition jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà, les autres co-répondeurs aux questions, si vous voulez intervenir, si vous avez des compléments, sinon on va conclure. Oui, merci à tous en tout cas pour votre participation. Effectivement, la DRNE reste à votre disposition hein, si il y a besoin d'éclaircissement sur certains éléments. Vous pouvez effectivement nous envoyer un message, il n'y a aucun souci. Et puis, on est en relation effectivement avec Cosmos au quotidien. Donc, on vous fournira tous les éléments pour pouvoir que vous puissiez avoir une appropriation en fait de ce nouvel ENT qui arrivera effectivement à la rentrée dans vos établissements. Bon après-midi, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Au revoir, bonne fin de journée et bonnes vacances. Merci de votre attention. Bonne fin de journée. Au revoir.